Amis camping-caristes, bonjour. Bonjour de la baie de Somme où je suis toujours, dans le mobil-home. Aujourd'hui, il y a du soleil. Donc je me suis mis en intérieur parce que déjà il y a plus de bruit à l'extérieur, les gens sortent, mais surtout j'ai le soleil qui me gêne maintenant. La dernière fois c'était la pluie, maintenant c'est le soleil. Donc je reviens dans cette vidéo numéro 17 sur la précédente, la 16, où je parlais du camping-car en groupe électrogène. Pourquoi? Parce que, comment dire, j'avais remarqué qu'en mode ralenti, avec l'application Victron, le camping-car délivrait une puissance de charge, une intensité de charge de 48 ampères quand le camping-car tournait à 900 tours minute. Alors, cette vidéo a suscité énormément d'intérêt et de questions. Ah, ça a suscité aussi des affirmations, comme d'habitude, des gens qui m'affirment ça esquinte le moteur, l'alternateur n'est pas prévu pour, il va brûler, bon, il y a pas mal de choses, pas étayées d'ailleurs, mais par contre, j'ai des internautes qui m'ont envoyé quelque chose d'étayé sur l'échauffement de l'alternateur, une vidéo qui a été faite justement par Victron, que je vais vous passer, et après nous allons revenir dessus. Parce que cette vidéo était très pertinente, mais par contre j'avais remarqué une chose, on en reviendra dessus, c'est que les essais qu'ils ont faits, il n'y avait pas de booster derrière. Voilà. Donc je vous passe une partie de la vidéo pour mettre tout dans le contexte, et je vais vous dire ce que j'ai fait suite à la réception de ce document, qui est pour moi un document, même si c'est un document vidéo, mais très intéressant parce que c'est un document qui vient d'un constructeur, donc à prendre en considération. Alors, que voyons-nous sur cette vidéo? Déjà, première chose, ils ont fait un assemblage, un banc, sur lequel ils ont mis, on le voit là dans le petit rond, l'alternateur, avec la courroie, et tout ça est entraîné par un moteur électrique. Ils n'ont pas mis un moteur de voiture ou de camion pour faire fonctionner ça. Et à l'aide d'un variateur de vitesse, ils font varier la vitesse de rotation donc du moteur, par conséquent de l'alternateur, jusqu'à mesurer, comment dire, les échauffements en fonction de la vitesse de rotation tout simplement. Que voyons-nous derrière? Derrière, on voit la batterie de charge. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de booster. Là, on est dans une configuration comme pour les camping-cars avant l'Euro 6, en gros, hein, où il n'y avait pas de booster. Donc déjà, ça fait une sacrée différence. On voit aussi qu'ils sont bien équipés, il y a une caméra thermique, ils vont s'en servir. Et si on regarde leur atelier, bon, ils ont du matériel, ils ont des capteurs qu'ils ont mis un peu partout pour surveiller un petit peu tous les essais qu'ils vont faire. Alors bon, vous pouvez regarder la vidéo dans son ensemble, mais pour aller vite, que voyons-nous après au niveau de l'essai? Ils font tourner le moteur. Évidemment, au bout d'un certain temps, le moteur, il fume. Et on voit derrière la batterie. Voilà. Donc ça, c'est l'essai qu'ils ont fait. Mais comme je le disais, c'est un essai qu'ils ont fait sans alternateur. Donc, j'ai pris ma plus belle plume et j'ai écrit directement à Victron pour leur poser des questions. Alors, comme je le disais, j'ai écrit à Victron pour leur poser des questions en prenant comme référence leurs vidéos et leur demander quel était le danger avec un DC-DC d'échauffement de l'alternateur en mode ralenti. Donc je remercie Monsieur Cortazza de m'avoir répondu, parce qu'ils ont répondu très rapidement, hein, c'est très sérieux comme société. Et voilà ce qu'il me dit. En général, alors je le lis parce que c'est peut-être écrit un peu petit à l'écran,
En général, le régulateur DC-DC sont de simples chargeurs et du moment qu'ils chargent, il n'y a pas de différence entre ralenti et régime moteur élevé. C'est-à-dire que dès qu'ils fournissent de l'énergie, qu'on a besoin d'énergie derrière, il n'y en a pas. Les DC-DC tirent sur la ligne moteur si l'alternateur n'est pas régulé. Cela déchargera la batterie, rechargera la batterie, se sont trompés, pour relancer l'alternateur. S'il n'est pas régulé, c'est l'alternateur qui délivre toute la puissance avec le risque de chauffe si la puissance du DC-DC est trop importante. Et ils finissent par dire, c'est pour cela qu'il est important de ne pas avoir un alternateur trop faible avec un DC-DC ou d'utiliser un DC-DC sur une batterie lithium. Donc en gros, ils nous disent qu'avec un booster conçu pour cela, il ne devrait pas y avoir de souci. Et il termine par dire, voici une explication concernant les autres fonctionnements de l'Euro 6, enfin Euro 5 et 6, et puis il me met un lien vers un document. Voilà donc la réponse de Monsieur Cortesa, que je remercie encore une fois. Et donc c'est une réponse d'un constructeur qui a son importance quand même. Je suis allé quand même plus loin et j'ai fait d'autres courriers. Donc, comme je disais, j'ai fait un second courrier, et ce coup-ci à Ontarion, via la société Antares. Je leur ai dit, donc je leur ai donné la situation, comme quoi je fais fonctionner mon camping-car avec un booster de chez eux de 60 ampères-heure, en mode ralenti, que j'ai regardé la vidéo et qu'il ne traitait pas dans cette vidéo d'un booster de 60 ampères, c'est le document que vous voyez à l'écran. Je leur ai fait un lien vers la vidéo pour qu'ils puissent savoir de quoi je parlais. Et je leur ai dit aussi que j'ai écrit en rouge, que j'ai regardé tous leurs documents et qu'il n'y a rien d'écrit interdisant le chargement de la batterie cellule du camping-car en mode ralenti. Donc là, je mets en cause leur responsabilité en leur disant, voilà, vous n'écrivez rien dans votre document, ça veut dire qu'on peut faire tourner au ralenti, et si un jour il y a le feu, évidemment, si ça provient de votre alternateur, enfin de votre booster, on peut vous mettre en cause. Voilà. Et donc je leur précise aussi que je demande cette information parce que je fais des vidéos YouTube, et je les mets en garde également en leur disant que je vais diffuser leurs réponses sur le net. Donc voilà, tout est clair, et je les mets face à leurs responsabilités. Première réponse. Réponse de M. Ramirez, qui m'a aussi répondu très rapidement. Là, de ce côté-là, j'ai rien à dire, ils sont très réactifs, tous ces gens-là. Et voilà ce qu'il me dit. Donc c'est le document que vous avez sous les yeux. Je le lis. Vous pouvez tout à fait charger votre batterie avec le DC-DC 60 A Antarion si l'alternateur, aussi bien en roulant qu'à l'arrêt. La seule différence entre charger en roulant et à l'arrêt est la puissance de charge. Bon, ça, on l'avait bien vu. En effet, en roulant, vous allez charger entre 50 et 60 ampères. C'est exactement la démonstration que j'ai faite dans mes précédentes vidéos. C'est à peu près cet ordre d'idée-là, en phase chargement, en début de chargement. Après, on voit que ça chute, évidemment, quand la batterie arrive en fin de charge. Lorsque vous allez charger à l'arrêt, l'alternateur va tourner au ralenti, évidemment, il fournira moins de puissance, c'est clair. En fonction de l'alternateur du véhicule, il y aura des variations de charge pouvant aller de 20 à 80% de la puissance maximum du DC-DC. Donc, il reprend mon exemple où je lui disais que je chargeais à 48 ampères avec le DC-DC de 60 ampères. Il finit son document en me disant, si votre DC-DC sort 48 ampères au ralenti, ceci est un excellent rendement qui justifie d'une très bonne installation. Donc, je le remercie, mais j'ai fait l'installation qui était prescrite par eux. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je suppose qu'ils doivent parler là de la section de câble qui peut évidemment entre
leur booster et l'alternateur et le booster vers la batterie, si c'est sous-dimensionné, avoir des pertes en ligne. Je suppose qu'ils parlent de ça. Bon, voilà leur première réponse. Mais j'ai tout de même renvoyé un courriel pour leur dire « Mais vous êtes sûr, il n'y a aucun problème, quel que soit le montage qu'on fait ». Il me répond de niveau en me disant « Il n'y aura pas de risque du moment où on respecte la puissance de l'alternateur et le réglage du DC selon le type de batterie utilisée. » Oui, si c'est du lithium ou autre. Mais il met quand même une condition si on respecte la puissance de l'alternateur. Donc, je réécris pour la 3e fois. Dernière précision dans leur dernier courriel, où il me dit « Oui, tout à fait, il faut respecter la puissance de l'alternateur du véhicule, sinon il va chauffer et risquer de brûler, tel que vous l'avez vu dans la vidéo de démonstration. Pour un alternateur de 80 ampères, vous pouvez mettre un DC-DC de 80 ampères. Donc en fait, ce qu'il me dit, c'est qu'on ne peut pas mettre un DC-DC supérieur à l'alternateur. Moi, déjà, dans tout ce que j'avais lu sur le net, pas dans des documents officiels, hein. Pour moi, ça, c'est un document officiel. C'est un constructeur qui me répond. Pour moi, c'est béni. Hein. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc, ils me disent qu'on peut mettre un booster égal à l'alternateur. Moi, j'ai respecté un ratio de 50%, c'est-à-dire que mon booster est 2 fois moins puissant que l'alternateur. J'ai un 150 ampères en alternateur et j'ai installé un 60 ampères. Bon, je n'ai pas trouvé 75. Et ils disent ou de mettre en parallèle sans excéder les 80 ampères de charge. Donc là, c'est une information intéressante. Ça veut dire que si on a un booster sur le camping-car qui n'est pas assez puissant, à notre goût pour charger le convertisseur, pour charger la cellule de la batterie, on peut en mettre un deuxième en parallèle pour booster la charge. C'est eux qui le disent. Hein. Je ne fais que de vous donner l'information que m'a donné Antarion. Voilà donc pour la réponse d'Antarion concernant la surchauffe de l'alternateur qui n'a pas lieu d'être. D'ailleurs, dans leur documentation, il n'y a rien il n'y a pas de mise en garde et il n'y a pas non plus de dispositif de mesure de température, comme je le disais, de l'alternateur qui pourrait dire, voilà, j'arrête de charger si l'alternateur il chauffe. Donc je pense que maintenant c'est très clair, il est possible de charger au ralenti des batteries, donc de se servir d'un camping-car en mode groupe électrogène, sans avoir des risques d'échauffement de l'alternateur. Voilà. Maintenant, une autre question qui m'a été posée concernant la consommation du camping-car au ralenti en faisant tourner l'alternateur. Alors, j'ai rien trouvé sur le net, pas de document officiel sur ce sujet-là. J'ai simplement trouvé une information à vaut ce qu'elle vaut, qui dit que la consommation au ralenti est proportionnelle à la cylindrée du véhicule, donc, et qu'en fonction de la cylindrée, il faut multiplier la cylindrée qui est en litres par 0,66 litres par heure. En clair, j'ai une cylindrée dans mon véhicule qui est de 2287, on va arrondir à 2,3 litres, que je multiplie par 0,6 litres, et j'aurai en toute théorie 1,45 litres heure de consommation de gasoil pour charger mon véhicule en mode groupe électrogène. Voilà. Tout ce que je peux dire sur ce point-là. Alors la dernière affirmation que me font certains abonnés, ou pas d'ailleurs, concernant l'usure du camping-car quand on le laisse tourner au ralenti. Alors, je suis pas un technicien, un mécanicien, c'est pas ma spécialité, j'y connais rien.
Par contre, j'ai fouiné toujours sur le net pour voir un petit peu ce qui se disait. J'ai trouvé effectivement beaucoup de choses de beaucoup de gens qui disaient que tourner au ralenti, ça usait le moteur, mais qu'ils avaient la petite poudre de perlimpinpin qui va permettre de régler ce problème-là pour éviter cette usure. Voilà. Au niveau des constructeurs, rien du tout. J'ai écrit à Fiat sur ce sujet-là et j'attends une réponse, si j'en ai une. Mon sentiment, alors c'est juste un sentiment, hein. Moi, dans mon expérience, à une époque, une très longue période, j'avais une cinquantaine de dépanneurs en région parisienne et qui circulaient dans les embouteillages. Évidemment, à Paris, vous passez longtemps à l'arrêt dans les embouteillages. Et sur les 50 véhicules, y compris le mien, parce que je faisais beaucoup de déplacements, j'ai jamais eu ce genre de soucis. Je me souviens pas avoir eu des pannes ou des problèmes de fonctionnement dus, soi-disant, ça peut se comprendre, ça peut être logique, hein, une mauvaise combustion et un encrassement du moteur. De toute façon, si on raisonne d'une manière un peu concrète, si on prend le groupe électrogène en mode le camping-car en mode groupe électrogène, vous n'allez pas laisser tourner le camping-car 24 heures sur 24 comme ça. Vous allez le laisser tourner de temps en temps quand vous en aurez besoin, 1 heure ou 2 pour recharger vos batteries. Ou alors c'est qu'il y a un gros problème si vous le faites tourner tous les jours pendant vos vacances. Ça, bon, c'est pas très agréable à vivre, aussi bien pour ceux qui sont à l'intérieur que pour les voisins. Donc à mon avis, c'est un fonctionnement occasionnel qui a rien à voir avec des fonctionnements de véhicules dans les embouteillages. D'ailleurs, il n'y a rien qui interdit de rester... Enfin si, on n'a pas le droit de faire tourner son moteur au ralenti en France. Mais rien n'interdit les gens de rester, de chauffer leur véhicule pour pas attendre au froid la sortie des enfants de l'école, ou je ne sais pas moi. Enfin bon, c'est des trucs, on commence à délirer là. Faire tourner 2 heures dans la semaine son camping-car, surtout qu'après quand vous allez prendre la route, c'est rien à voir avec un fonctionnement en région parisienne, où les gens, c'est tout le temps qui roulent avec leur diesel en mode ralenti sur le périph', hein, ou à l'arrêt. Voilà. Donc je pense pas, enfin c'est mon opinion personnelle, qu'il y ait une usure prématurée du moteur dans ce cas de figure-là pour une utilisation occasionnelle. Je dirais 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, 2 heures. À mon avis, ça change pas grand-chose, mais après, chacun est libre de penser ce qu'il veut et puis, d'agir en conséquence. Moi, l'idée de ce groupe électrogène, le camping-car en groupe électrogène, j'ai trouvé ça intéressant, et d'ailleurs beaucoup d'entre vous aussi, en se disant, ben voilà, il y a peut-être une solution alternative au fait d'avoir un groupe, je le répète, si c'est de l'essence, il faut avoir un bidon d'essence, d'accord, qui pèse son poids, qui a quand même du danger, des fois des odeurs. Il y a le poids du groupe électrogène qu'il faut mettre dans le camping-car. Pour le faire fonctionner, il faut le sortir, le mettre dehors, emmerder le monde. Voilà. Donc ça, si on compare ça avec le camping-car en train de fonctionner, je le répète, il est beaucoup plus silencieux qu'un groupe essence qu'on a mis à l'extérieur à distance égale. Y compris avec un groupe électrogène qui est intégré dans le camping-car, dans un caisson isolé, on a un niveau sonore équivalent. Donc c'est une solution, en plus il n'y a pas d'entretien à faire, en plus. Les groupes électrogènes, il faut de temps en temps remettre de l'huile, nettoyer les bougies, enfin bon voilà, et là ça rentre dans le cadre de l'entretien du camping-car, et je pense que ça prend pas de place, il n'y a pas une surcharge, et en plus c'est plus puissant. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est qu'il délivre pas du 220 pour faire tourner, je sais pas trop quoi derrière, la climatisation par exemple. Mais par contre, vu la puissance qui sort, on peut avoir un petit convertisseur
DC-AC, c'est-à-dire 12 volts, 220 volts, qui alimentent quelque chose tout en laissant tourner le camping-car. Bon, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je donne simplement cette information-là. Et bon, maintenant, on va passer à un autre sujet. N'empêche, ah oui, alors, n'empêche que quand je vais récupérer mon camping-car, pour partir, je vais repartir au mois de septembre, si j'ai la place, je vais rajouter une sonde de température, les mêmes sondes que je mets d'habitude, j'en ai déjà 12 dans le camping-car, des sondes de température et qui enregistrent en enregistreur. Ceux qui me connaissent, ils connaissent le produit que je mets. Je vais certainement en mettre un sur l'alternateur pour voir son échauffement, en mode ralenti, en roulant. Ça sera assez intéressant. Voilà. Mais je dis pas que je vais le faire parce que franchement, c'est pas facile à atteindre l'alternateur. Mais si je peux, je le fais. Voilà, c'est pas bien compliqué, il suffit d'accrocher une sonde au bon emplacement, bien sûr, hein, pour que ça donne une information significative. Voilà, j'arrête un petit peu cette démonstration, et puis dans les prochaines vidéos, on va passer à autre chose. Je vous souhaite des bonnes vacances, parce que nous sommes encore au mois d'août, et je suppose que beaucoup d'entre vous sont sur des spots très intéressants. Voilà, à la prochaine, au revoir.